Et si on partait du principe que la boîte de jeux de société qui prend la poussière dans ton placard, là, ou même la petite application ludique sur ton téléphone, Mhm. eh ben, qu'elles partagent directement leur ADN avec des anciens rituels mortuaires égyptiens, ou même des simulateurs militaires de la Chine antique. Ah ouais, c'est un sacré grand écart. C'est clair. Aujourd'hui, on déchire littéralement la définition du dictionnaire de ce qu'est un jeu. Notre plongée en profondeur du jour s'appuie sur une recherche historique vraiment fascinante menée par Ludoscience. Ouais, le groupe d'études sur l'analyse du jeu. Exactement. Ils ont décidé de remonter le temps, en fait, à travers 5 grandes civilisations. Et leur mission, c'est de répondre à une question qui paraît super simple sur le papier, mais qui bouleverse pas mal d'idées reçues. À quoi ça sert réellement le fait de jouer? Eh ben, la question, elle mérite vraiment d'être posée. Parce que, en fait, si on ouvre un dictionnaire classique, genre le Larousse, la définition officielle, elle pose une barrière qui est super stricte. Ouais, très strict. Le jeu, c'est décrit comme une activité d'ordre physique ou mental, non imposée, et surtout, et là je cite, ne visant à aucune fin utilitaire. Mhm. En gros, c'est censé être l'opposé absolu du travail, de la survie ou des responsabilités, quoi. Ne visant à aucune fin utilitaire. C'est une affirmation massive quand on y pense. Carrément. Surtout quand on regarde notre monde moderne, en fait, avec l'industrie colossale de l'e-sport, ou les salles d'escape game partout, ou même l'omniprésence de la ludification quand on apprend un truc. On a l'impression que le jeu, il fait tout sauf juste tuer le temps. C'est exactement ça. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Si on veut vraiment tester cette hypothèse d'un jeu purement futile, le document de Ludoscience, il nous emmène voir les plus anciennes traces connues de l'humanité. Et ça nous fait remonter loin. Très loin. Direction l'Égypte antique, vers 3100 avant Jésus-Christ, avec le jeu du Snet. Alors c'est un jeu de plateau, de 30 cases, mais on comprend très vite qu'on n'est pas du tout sur l'équivalent antique d'une petite partie de petit chevaux le dimanche après-midi, quoi. Ah bah non, loin de là. En fait, l'analyse historique, elle montre une trajectoire assez troublante pour le SNET. C'est-à-dire? Au départ, sous l'Ancien Empire, c'était probablement un passe-temps laïque, tu vois, un truc normal. Mais au fil des siècles, la mécanique même du plateau, elle s'est transformée pour carrément absorber la cosmologie égyptienne. Ah ouais. Hum. Comme celle de Toutankhamon, je crois. Exactement. Et le truc important, c'est que c'était pas juste un objet personnel qu'on enterrait avec son propriétaire, genre par nostalgie. Le jeu en lui-même, il opérait comme un véritable rituel de passage. Ah ouais, c'est quand même fou ça. Mais du coup, est-ce que jouer au Sénet dans sa propre tombe, c'était perçu par les pharaons comme, je sais pas, une sorte de carte, vous êtes libéré de prison, un peu comme au Monopoly? Mhm, mhm. Genre pour faciliter le passage dans l'au-delà, une façon de déjouer la mort avec un bon lancer de dés. Alors, la métaphore du Monopoly, elle est marrante, mais la réalité spirituelle de l'époque, elle était infiniment plus sombre, quoi, et absolue. Ouais, j'imagine. Bah oui, au Monopoly, le pire qui t'arrive, c'est la banqueroute. Dans la mythologie égyptienne, le passage vers l'au-delà, c'est un labyrinthe d'épreuves mortelles. Il y a des jugements divins, des esprits à combattre. Ambiance, quoi. C'est ça. Et échouer, ça signifiait l'anéantissement pur et simple de l'âme, la non-existence éternelle. Ah oui, on règle pas du tout là. Non, pas du tout. Et du coup, le plateau de Cenée, avec ses cases super spécifiques qui représentaient des obstacles ou des dieux, il agissait carrément comme une carte navelle de ce parcours cosmique. Jouer, en fait, c'était littéralement simuler et préparer le voyage de l'âme. Waouh. Et d'ailleurs, le Cenée, il avait un tel point institutionnel que le document explique qu'il servait d'offrande diplomatique entre les puissances de l'époque, pour sceller des alliances. D'accord, donc on est déjà à des années-lumière de la notion de divertissement sans utilité du Larousse. Ah bah là, complètement. Ce qui veut dire que la mécanique de jeu, en fait, c'était un langage. Un langage pour négocier avec l'invisible, mais aussi avec les autres nations. C'est exactement ça. Et cette idée de prendre un objet ludique pour façonner des choses très sérieuses, on la retrouve aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Les Grecs de l'Antiquité, eux, ils n'ont pas juste hérité de ces concepts, ils en ont carrément fait des outils de pointe. Ouais, ils ont poussé le truc plus loin. Prenons l'exemple des osselets. À première vue, c'est vraiment l'incarnation du hasard bête et méchant, quoi. On lance des os par terre, on regarde comment ils tombent, fin de l'histoire. Hmm. Pourtant, la recherche mentionne que le philosophe Socrate s'en servait avec son disciple Théétète. Mais comment on passe d'un lancer de dés dans la rue à un cours de philosophie antique de haut vol? Ce qui est fascinant ici, c'est précisément ce glissement de la fonction, en fait. Les Grecs, ils ont pris cette mécanique de hasard pur pour en faire un laboratoire de probabilité. Et d'argumentation. Ok, donc on pariait pas de l'argent. Non, c'était pas du tout pour de l'argent.
Socrate, il servait des résultats aléatoires, des osselets, pour forcer tes têtes à débattre, à justifier pourquoi telle combinaison, elle était plus probable qu'une autre. Ah, pour structurer sa pensée face à l'incertitude. Voilà, c'est ça. En fait, ils utilisaient l'objet ludique pour enseigner la rhétorique, tout simplement, l'art de convaincre. Mais c'est génial, c'est littéralement l'ancêtre de nos applications modernes qui gamifient l'apprentissage du code ou des maths aujourd'hui. Complètement. On utilise le jeu pour contourner la résistance naturelle du cerveau à l'effort intellectuel. Et alors, à l'échelle de la société grecque tout entière, j'ai vu que c'était pas qu'une affaire de philosophes dans leur coin, hein. Ah non, ça a touché tout le monde. Les sources de ludosciences, elles parlent de la fonction géopolitique colossale des jeux panhelléniques, donc les Jeux olympiques, bien sûr, tout le monde connaît, mais aussi les jeux pythiques, Tout néméens, à fait. parce que il faut se représenter la Grèce antique non pas comme un pays unifié, comme on le voit aujourd'hui, mais comme une mosaïque de cités-États qui étaient farouchement indépendantes, Et souvent en guerre d'ailleurs. très souvent en guerre, oui. Sparte, Athènes, Corinthe, elles se détestaient la plupart du temps. Et les Jeux panhelléniques, en fait, ils formaient une boucle religieuse et athlétique. Un cycle ininterrompu qui forçait ces cités rivales à se rassembler sous le couvert d'une trêve sacrée. Ok, donc la fonction utilitaire du jeu athlétique ici, c'était de servir de ciment culturel fondamental. C'est ça. C'était quasiment l'unique moment où la notion d'être grec prenait le pas sur l'appartenance à sa propre cité. C'est hyper puissant. Bon, jusqu'ici, on a vu des jeux qui façonnent la logique, la diplomatie ou qui négocient carrément le sort de l'âme après la mort. Mhm. Mais que se passe-t-il quand l'enjeu devient littéralement la survie physique du monde? Parce que si on traverse le globe pour se rendre en Mésoamérique, le matériel de notre étude nous plonge dans une ambiance radicalement différente. Ah oui, là, c'est un autre niveau. Chez les Mayas, et plus tard chez les Aztèques, l'aspect rituel, il est poussé à un extrême, je dirais presque terrifiant. On observe une confusion totale entre le sport, la religion et la survie de l'univers lui-même. On change effectivement d'échelle dans les conséquences de la défaite, là. Le jeu de balle précolombien, il a été pratiqué pendant plus de 3000 ans. 3000 ans, ouais. Et son apogée institutionnel, c'est chez les Mayas, entre 900 et 1200 de notre ère. Imagine un peu l'architecture du truc. Un terrain massif en forme de hache. Ok. Deux équipes qui s'affrontent avec une balle en caoutchouc, mais une balle extrêmement dense et lourde. C'est pas un ballon de foot, hein. Ouais, c'est du caoutchouc massif. Et la contrainte biomécanique principale, c'est qu'il est formellement interdit de toucher la balle avec les mains ou les pieds. Ah oui, c'est vrai. Les joueurs, ils devaient utiliser leurs hanches, leurs genoux, leurs coudes. D'ailleurs, les traumatismes physiques, ils étaient hyper fréquents et sévères, juste en recevant le projectile, quoi. Et faut bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, que c'était pas une petite activité de niche du dimanche matin. Ah bah non. Les fouilles archéologiques, elles montrent que c'est une affaire d'État, mais alors monumentale. L'article mentionne que certaines grandes métropoles possédaient jusqu'à 13 terrains de jeux de balle. C'est énorme. Et pour visualiser un peu le poids économique de ce sport, l'empereur aztèque Moctezuma, il exigeait un tribut annuel de 16 000 balles en caoutchouc de la part des cités du golfe du Mexique. 16 000. Si dingue. Produire une telle quantité de caoutchouc naturel, le traiter, le transporter, enfin, ça implique une chaîne logistique et agricole qui vampirise littéralement les ressources d'un empire. Et en fait, ça soulève une question cruciale. Quand un empire mobilise de telles infrastructures industrielles juste pour fabriquer l'équipement d'un jeu, Ouais, on sort immédiatement du cadre du simple passe-temps, ça devient une obligation structurelle de la société. Et le pourquoi de cet investissement, il se trouve sur le terrain lui-même. comment ça? Le mouvement incessant de la balle, d'un côté à l'autre de cette arène en H, ça mimait la course du soleil dans le ciel et sa descente dans le monde souterrain. En fait, c'était une recréation du fonctionnement du cosmos. Moi. Et c'est justement là que les sources nous forcent à nous interroger sur les mots qu'on emploie. Parce que l'article parle de la finalité de ce jeu de balle qui incluait souvent des sacrifices humains. Tout à fait. Selon certaines interprétations archéologiques, les perdants, ou même de façon ironique, les gagnants parfois, ils finissaient sacrifiés sur un autel à l'issue de la rencontre. C'est ça. Et du coup, moi je me demande, est-ce qu'on peut seulement continuer à qualifier ça de jeu? C'est pas plutôt un tribunal religieux déguisé en activité sportive? Parce que bon, l'issue elle est prédéterminée, quelqu'un doit mourir pour apaiser les dieux. Alors, attention à ne pas retirer la notion de jeu de l'équation juste sous prétexte que l'issue nous paraît barbare avec nos yeux contemporains. D'accord. Les joueurs, ils s'entraînaient rudement, ils développaient des stratégies complexes, il y avait un public, de la ferveur, il y avait un vainqueur et un vaincu liés par les lois de la physique et de l'habileté. La mécanique, elle était bel et bien ludique et compétitive. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le gameplay était réel, quoi. Exactement.
La différence, elle réside simplement dans la récompense finale. Le sang versé, c'était pas un accident sportif tragique, c'était vraiment le but utilitaire de l'activité. Ok. Pour ces civilisations, s'ils cessaient de jouer et de sacrifier, le soleil cesserait de se lever. L'univers s'effondrerait. Donc le jeu ici, c'est le moteur littéral du maintien de l'ordre cosmique. Bon, difficile de faire plus utilitaire que d'empêcher la fin du monde, on est bien d'accord. C'est sûr. Allez, redescendons sur des enjeux un peu plus terrestres. Parce que si on laisse les dieux et les sacrifices de côté 5 minutes, le jeu, il a aussi servi à préparer les individus aux aspects les plus pragmatiques de la vie en société. Ouais, le quotidien, quoi. L'économie, la gestion de crise, l'agriculture. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Surtout quand on regarde le jeu de Lawale, sur le continent africain. Ah, Lawale, c'est l'un des joyaux de l'intelligence ludique humaine, vraiment. C'est le membre le plus célèbre de la famille des jeux qu'on appelle Mancala, D'accord. qu'on réduit parfois, un peu rapidement d'ailleurs, à l'appellation de jeu d'échecs africain, même si la logique elle y est totalement différente. Et d'où ça vient exactement? Son plus vieil ancêtre physique, il a été retrouvé dans une forteresse romaine en Égypte au IVe siècle de notre ère. Et ensuite, le jeu a traversé l'Atlantique, tragiquement porté par les routes de l'esclavage, pour s'implanter aux Caraïbes et au Brésil notamment. Et le matériel, il est frappant de simplicité. Enfin, c'est juste un bloc de bois creusé de 12 petits trous, 6 de chaque côté, et des graines. C'est tout. Mais le document de Ludoscience met en lumière la véritable fonction de ce plateau. Derrière l'aspect très rythmé, très hypnotique du jeu, Lawale, en fait, c'est un simulateur de survie agricole et d'apprentissage mathématique. Absolument. Pense à la mécanique centrale du jeu, ce qu'on appelle le semis. Ouais, Tu prends toutes les graines d'un trou et tu dois les distribuer une par une dans les trous suivants, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. ok. Et le but, c'est de finir par récolter les graines dans le camp adverse, selon des règles de calcul hyper précises. D'accord. Mais comment est-ce que ça forme un esprit concrètement? Ça interdit la thésaurisation bête. Tu peux pas juste garder tes graines dans ton coin et attendre. T'es forcé de les investir sur le plateau pour espérer un gain futur. Ce qui mime exactement la réalité de l'agriculteur, en fait. C'est ça. On sème ses ressources à un instant T pour récolter plus tard. Ça enseigne aux enfants la planification à long terme, la patience et surtout le calcul mental rapide. C'était un vrai cheval de Troie éducatif. J'aime beaucoup l'image du cheval de Troie. Bah ouais, on capte l'attention des enfants par le plaisir de manipuler les graines et de battre le copain en face, et on télécharge secrètement dans leur cerveau les compétences nécessaires pour gérer les réserves du village en cas de famine, quoi. Et le mécanisme fonctionne si bien qu'il est autosuffisant. T'as même pas besoin d'un maître d'école pour faire la leçon derrière. Ah ouais, Bah non, la règle du jeu, elle punit d'elle-même la mauvaise gestion des ressources. Le joueur qui sait pas anticiper ses mouvements, il se retrouve super rapidement sans graines et il perd. c'est brillant. Et si Lawale, c'est le simulateur parfait de la gestion des ressources agricoles, l'article il nous transporte ensuite en Chine pour découvrir le simulateur ultime de la conquête et de la gestion spatiale, le jeu de Go. Ah, le Go. Dès l'an 25 de notre ère, il fascine l'élite intellectuelle, politique et militaire chinoise. Et l'ironie de l'histoire, je trouve, c'est que ce jeu est resté complètement invisible pour l'Occident pendant hyper longtemps. Même Marco Polo, dans ses récits, il n'en souffle pas un mot. C'est vrai. Il a fallu l'arrivée des marchands néerlandais au XVIIe siècle pour qu'on commence enfin à entendre parler d'un plateau quadrillé où on pose des petites pierres noires et blanches. En fait, le jeu de Go, c'est l'exemple le plus pur d'un système avec des règles minimalistes, mais qui engendre une complexité infinie. Ouais. Contrairement aux échecs, que nous on connaît super bien en Occident, le plateau du Go, il est totalement vide au départ. On ne déplace pas des pièces, on les ajoute une par une. C'est une grosse différence, oui. Et la finalité, c'est pas d'assassiner une pièce adverse centrale, comme le roi aux échecs. La finalité, c'est le contrôle du territoire. C'est vraiment une guerre de frontières, d'encerclement, d'influence. L'analogie hyper frappante. Si on devait comparer les échecs, c'est deux armées médiévales qui se rendent dedans au milieu d'un champ de bataille. C'est très tactique, c'est frontal. Le Go, par contre, c'est plutôt la géopolitique moderne. On place des pions pour couper les routes commerciales de l'adversaire, on l'étouffe économiquement à l'autre bout du plateau avant même qu'il s'en rende compte. C'est une excellente comparaison. Et d'ailleurs, l'article s'appuie sur une thèse fascinante d'un chercheur, El Timbal Duclos, qui fait un lien direct entre le Go et l'un des textes stratégiques les plus célèbres de l'humanité, L'art de la guerre de Sun Tzu. Oui, et si on met en parallèle les principes du Go et ceux de Sun Tzu, le mimétisme, il est vraiment troublant. Ah bon? À quel point? Sun Tzu, il prône la victoire sans combat direct. Il explique l'importance de l'encerclement, le sacrifice d'un avantage local pour sécuriser une position globale sur le long terme. D'accord. Et tout ça, c'est la grammaire exacte du jeu de Go.
en fait. La thèse suggère que soit le jeu a été pensé de toutes pièces pour servir d'outil pédagogique aux généraux chinois pour qu'ils assimilent ces doctrines complexes, Ok. soit, à l'inverse, que c'est l'observation des parties de Go qui a permis de théoriser cette approche très indirecte de la guerre. Mais dans les deux cas, le plateau, c'est pas un divertissement. C'est une carte d'état-major en temps de paix. Exactement. Ce qui amène l'article de Ludoscience à formuler une idée qui renverse complètement notre compréhension habituelle du sujet. Parce que on a toujours tendance à se dire « ouais, quelqu'un invente un jeu amusant » et plus tard, des pédagogues ou des militaires se rendent compte qu'on peut s'en servir pour apprendre quelque chose. C'est ce qu'on croit souvent, oui. Mais avec l'Égypte, les Mayas ou la Chine, c'est la chronologie inverse qui s'impose. Et c'est ça, le changement de paradigme fondamental de cette recherche. L'utilité, elle a souvent précédé l'amusement. C'est fou de se dire ça. La nécessité de modéliser la guerre, de simuler l'agriculture, de parler aux dieux ou de canaliser les conflits géopolitiques, tout ça, ça a nécessité la création de ces systèmes. C'est la fonction utilitaire qui a accouché du jeu en premier. D'accord. Le divertissement, le fait de ressentir du plaisir de jouer pour jouer, c'est venu s'y greffer que dans un second temps, comme une sorte de sous-produit psychologique de cette mécanique utilitaire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on reprend notre fameux dictionnaire Larousse du début de notre exploration. La conclusion de l'étude, elle est sans appel. La définition académique, elle est historiquement fausse. Ouais, carrément fausse. Déclarer que le jeu ne vise à aucune fin utilitaire, c'est juste ignorer 5000 ans de développement humain. L'équipe de recherche, elle propose une correction qui est super nécessaire. Le jeu doit être défini comme une activité qui est utilisée à des fins de divertissement, oui, tout en ayant potentiellement des fonctions utilitaires majeures. Donc les deux concepts s'opposent pas, ils se nourrissent mutuellement. Voilà, exactement. Et c'est là que cette leçon d'archéologie, en fait, elle devient une clé de lecture super indispensable pour ceux qui nous écoutent et qui naviguent dans le monde professionnel ou éducatif d'aujourd'hui. Ah oui, complètement. On entend le mot gamification ou ludification à toutes les sauces maintenant. On transforme des réunions commerciales en défis à points, on utilise des applis de langue avec des systèmes de vie et de récompense, on a même des chirurgiens qui se forment sur des serious games qui simulent des opérations. Mhm. Et on pourrait croire que c'est une trouvaille hyper récente des géants de la technologie pour pirater notre attention. En réalité, le secteur technologique, il a absolument rien inventé. Il a simplement réactivé une architecture cérébrale qui est très, très ancienne. C'est-à-dire ? La ludification, c'est pas une astuce psychologique bon marché. C'est notre mode d'apprentissage natif. Quand nous, on transforme une tâche super ardue en un défi ludique, on utilise exactement le même mécanisme cognitif qui permettait à un enfant africain du IVe siècle d'assimiler les maths de la survie agricole avec son plateau en bois. Ouais, ou un général chinois de comprendre l'encerclement territorial. C'est ça. Le jeu, en fait, c'est la technologie originelle de l'humanité pour absorber de la complexité sans s'effondrer sous la surcharge d'informations. C'est un changement de perspective vraiment radical et du coup, on repense immédiatement à l'image des salles modernes, aux passionnés qui sont penchés sur des jeux de société ultra complexes ou aux immenses arènes d'e-sport bondées. Ces joueurs, ils échappent pas du tout au monde réel, ils font exactement ce pourquoi l'évolution a conçu cette activité. Et ça laisse inévitablement entrevoir une interrogation majeure pour notre époque. Et je trouve que ça clôture parfaitement cette analyse. Je t'écoute? On vient de voir que les osselets, ça préparait à la rhétorique, l'awalé à l'économie, et le Go à la stratégie militaire. Aujourd'hui, on a des milliards de cerveaux qui sont connectés quotidiennement à des jeux vidéo hyper réalistes. Des jeux qui intègrent des gestions de ressources d'une complexité vertigineuse, des prises de décision éthiques en une fraction de seconde et des coopérations à l'échelle mondiale. La question que ça pose alors, c'est de savoir quel type de société on est discrètement en train de bâtir. Si le jeu de Go préparait l'esprit à l'art de la guerre de Sun Tzu, alors quelles sont les compétences inavouées que nos divertissements numériques actuels sont en train de programmer dans notre inconscient collectif? C'est la grande question. À quel futur complexe ces jeux sont-ils réellement en train de nous préparer, sans même qu'on en ait pleinement conscience? Franchement, c'est une pensée fascinante à garder en tête lors de ta prochaine partie. Et ça, peu importe le jeu. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations.